Elle affirme avoir été enlevée. Par des êtres venus d'ailleurs. Elle affirme avoir été formée à comprendre leur technologie, leurs messages et leurs guerres invisibles. Aujourd'hui, elle affirme parler en leur nom. Mais ce qu'elle partage ne ressemblerait pas à une simple histoire d'OVNI. Ce seraient des avertissements. Des secrets transmis par des civilisations bien plus anciennes que la nôtre. Hybridation génétique, enlèvement humain, télépathie militaire, ingérence exopolitique. Et au centre de tout cela, une alliance, la Confédération galactique des mondes. Installez-vous confortablement et préparez-vous à une rencontre pas comme les autres, sur Âme des Signes, la plateforme des rendez-vous quantiques et holistiques. Aujourd'hui, nous recevons une invitée dont le parcours et les déclarations suscitent à la fois fascination et controverse. Formée à l'archéologie, elle est devenue autrice et conférencière internationale avec des ouvrages tels que Le don des étoiles, Nous serons toujours là ou encore Les ensemenceurs. Elle affirme avoir été enlevée dans son enfance par des entités extraterrestres, puis secourue par un membre de ce qu'elle appelle la Confédération galactique des mondes. Depuis, elle dit être en contact permanent avec ces civilisations et partager leurs messages. Ces récits abordent des thèmes aussi extraordinaires que la présence de vaisseaux anciens enfouis sous la Terre, le rôle des Anunnaki dans notre histoire, ou encore l'influence d'intelligences non humaines dans la géopolitique mondiale. Des affirmations qui interpellent, qui dérangent parfois et qui divisent. Certains y voient un témoignage capital et d'autres une construction imaginaire. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas de trancher, mais de donner la parole, d'interroger et de confronter les idées, car au-delà de la croyance ou du scepticisme, ces récits soulèvent une question fondamentale. Comment aborder ces phénomènes? Et quels impacts auraient-ils s'ils s'avéraient réels? C'est avec cet élan d'ouverture, mais aussi de rigueur et d'esprit critique que nous la recevons aujourd'hui. Elena Danaan, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir sur notre antenne. Merci beaucoup, on va passer un bon moment. On vous le rappelle, cette année, c'est la saison 4, c'est une nouvelle aventure qui débute. Bien sûr, sans Tamara, comme vous avez pu le constater, on aura d'autres co-intervenants, co-animateurs qui viendront me rejoindre occasionnellement pour faire les émissions. On aura comme ligne rouge l'ufologie avec énormément d'intervenants passionnants. On a eu Marc Auburn, on aura Tony Rodriguez, Dan Willis, JP, tous les intervenants qu'on a eu aussi pendant les rencontres Galactique 3, où tu étais aussi présente, Elena. Il y a eu énormément de divulgations, d'informations qui ont été remises au devant de la scène. Bon, certaines que je connaissais déjà, d'autres que j'ai apprises. Je pense qu'il est intéressant, vraiment primordial de parler de l'ufologie cette année. On vous rappelle aussi, on vous invite à venir nous rejoindre sur notre compte Instagram. Vous êtes très peu nombreux. On met le lien dans la description. On vous donnera des surprises dessus, éventuellement des petits lives et des interactions directement avec vous. Elena, on va commencer dans le vif du sujet. Tu racontes avoir été enlevé par des grilles enfants, secouru par Toran et Rédion de la Confédération galactique des mondes. Que s'est-il passé cette nuit-là, selon toi? Et qu'est-ce qui, des années plus tard, te convainc que ce souvenir n'est ni un écran, ni une suggestion? Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'est que sous l'œil de plusieurs témoins, il y a eu une apparition d'un vaisseau spatial au-dessus de la ville de Marseille. Cette nuit-là, j'ai été enlevée par 3 grilles, des petits grilles qui se sont téléportés dans ma chambre. Je décris tous les détails dans mon premier livre, mais ce qui s'est passé, j'ai été paralysée par un rayon bleu dans lequel ils m'ont enlevée à bord de ce vaisseau. Ils m'ont fait des misères et j'ai été secourue par une équipe de la Fédération galactique des mondes qui m'ont donc libérée et emmenée sur leur vaisseau par téléportation, soignée, guérie et ont gardé le contact avec moi tout au long de ma vie. Ce qui me permet de dire que ceci m'est vraiment arrivé physiquement, ce sont des records médicaux.
des preuves médicales et aussi des souvenirs, de toute façon. Même si on peut triquer l'esprit, les mémoires sont enregistrées dans le champ bioénergétique. Quand il y a eu réel traumatisme, on garde ce qu'on appelle des PTSD, des chocs post-traumatiques qui perdurent toute la vie et qui sont très significatifs de ce qui m'est arrivé. Physiquement, j'ai un implant qui me permet de communiquer comme un talkie-walkie, en fait, avec mon équipe, on va dire. Et j'ai eu des contacts physiques toute ma vie, téléportation notamment. Soit ils se téléportaient dans ma chambre, soit je me téléportais à bord de leur vaisseau. Donc là, je parle du personnel de la Fédération Galactique des Mondes, l'équipe qui me suit et avec qui je communique. Je ne fais pas de canalisation. Je me suis toujours battue pour dire aux gens, ne faites pas ça, c'est dangereux et c'est très aléatoire. Mes contacts sont soit physiques, soit par l'intermédiaire de mon communicateur. Je fais pas de downloads, comme on a dit, téléchargement, ou je sais pas comment on dit en français, ou des choses comme ça, ni de voyage astral. C'est pas du tout mon truc. Je fais pas partie de cette mouvance New Age. J'ai vraiment des contacts physiques. Mais justement, tu dis maintenir un contact opérationnel avec Thoran. Alors, comment tu vérifies l'identité de ton interlocuteur à travers cet implant, à chaque échange? Est-ce qu'il y a un protocole, un signe, un code? Pareil, au niveau de cet implant, bon, on en a beaucoup parlé, notamment quand on a reçu Chris Esson. C'est un implant quantique. Est-ce qu'on peut avoir des traces? Est-ce que tu as réussi à avoir un scanner éventuellement qui l'avait repéré? Est-ce que tu as pu faire des analyses médicales? Alors, cette communication quantique n'est pas hackable. On ne peut pas la hacker. Il n'y a pas de transfert linéaire d'informations. C'est une téléportation d'informations d'un point A à un point B. Thoran, je le fréquente depuis toujours et aussi nous avons un lien qui est bien antérieur à cette incarnation. Donc, je sais très bien reconnaître sa fréquence. L'implant n'est pas hackable. J'ai fait des scans. Comme il n'y a aucune partie métallique dans cet implant, ce n'est pas décelable. Les matériels sont biologiques, encodés avec mon ADN. Donc, il n'y a pas de moyen de voir la différence. Certains composants sont tellement au niveau nano que c'est impossible d'être décelé par les appareils actuellement en place dans les centres médicaux. Mais il a été décelé, puisque c'est une technologie holographique, elle a été décelée par des scanners holographiques. Maintenant, aux États-Unis, les aéroports s'équipent de nouvelles technologies qui sont des scanners holographiques. Donc, mon implant, évidemment, chaque fois que je passe dedans, est décelé, ça bip. J'ai même pu voir sur une tablette une fois d'un agent des douanes le petit point exactement où il était. Et donc, j'ai prétendu que j'avais une opération quand j'étais petite. Tu parles des aéroports, là, en l'occurrence? Des aéroports. Donc, ils ont réussi à détecter cet implant quand tu passais les portiques? Oui, 2 fois, dans 2 aéroports particuliers. Ok. Alors, justement, la question un petit peu de la médiumnité, c'est la question qui fâche parce que tu sais qu'ici, on t'accueille sur une plateforme de référencement pour les thérapeutes quantiques et holistiques. On a énormément de médiums sur notre plateforme. J'aurais une question à te poser. Tu disais privilégier les moyens de communication technologiques. Et quand je dis privilégié, c'est au bas mot, puisque pour toi, il n'y a que ça qui fait office de référence, si je puis dire, que l'on devrait employer. Est-ce que, selon toi, c'est pas un petit peu radical comme point de vue? Est-ce que les personnes qui canalisent leur moi supérieur, par exemple, parce que, bien entendu, on peut se faire interférer par des entités parasites, le bas astral est rempli de toute une faune... Voilà, c'est ça. On est d'accord là-dessus, mais certains types de canalisation peuvent être verrouillés, peuvent être viables, non? C'est très aléatoire et on n'est jamais sûr. Quand on utilise une technologie quantique physique, qui est vraiment une technologie, on peut totalement savoir ce qu'on utilise. Quand il s'agit de moyens psychiques de communication, alors là, ça peut ouvrir à tout. Je préfère ne pas mettre le pied là-dedans parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose que l'on peut vérifier. Dans l'inondation d'informations, entre guillemets, New Age, qui a vraiment, c'est un raz-de-marée sur Internet. Pour déceler la véracité d'une information, il faut des preuves, il faut des évidences, il faut des corroborations. Et moi, j'en ai 29 à ce jour. La médiumnité, ça n'a rien à voir avec communiquer avec des extraterrestres. La médiumnité, c'est un lien psychique avec des entités, voir dans le futur, voir dans le passé. La psychométrie, moi je fais de la psychométrie en tant que don naturel. La psychométrie, c'est lire les lieux et lire le passé qui irradie des lieux. Ça, je le fais, mais ça n'a rien à voir, je cloisonne vraiment. Ouais. Alors, communiquer avec son moi supérieur, moi, j'appelle pas ça de la médiumnité, ni de la canalisation, j'appelle ça de l'attunement. Parce que le moi supérieur, qu'est-ce que c'est? C'est nous-mêmes. Et c'est pas une entité séparée, premièrement. C'est nous-mêmes, notre vraie âme,
notre vraie fréquence, qui nous sommes. Après, communiquer avec des extraterrestres par canalisation, je n'y crois pas. Communiquer psychiquement avec des entités, est-ce que vous arrivez à faire ça avec un général de l'US Air Force? Est-ce que vous arrivez à faire ça avec votre voisin? Non, on ne peut pas canaliser des gens qui sont incarnés et vivants. On peut canaliser que des esprits, d'accord? Mes contacts sont des gens vivants, incarnés, biologiques. Ils se désincarnent pas pour... non. La communication, ils la font soit verbale, soit télépathique, soit via technologie. Et alors, les gens qui disent canaliser l'extraterrestre, moi, je n'y crois pas. On peut canaliser des esprits, des entités. Et là, vous savez, j'ai étudié tout ce qui est psychisme, paranormal, magique, lorsque j'étais plus jeune. J'ai bien vu ce qui se passait. J'ai bien vu que dès qu'on ouvre ses facultés psychiques et on désire communiquer avec qui que ce soit, on va ouvrir une fenêtre. Et qu'est-ce qui va rentrer en premier? C'est ce qui est le plus proche de votre niveau physique. C'est le bas astral. Et une fois qu'ils sont dans votre tête, ils peuvent jouer tous les rôles parce qu'ils ont accès à tout. J'en ai fait les frais, j'ai fait cette expérience. On faisait du spiritisme avec des copines, avec le verre, là, comme ça, sur la table, avec les lettres. Je voulais appeler mon grand-père. C'est mon grand-père, soi-disant, qui a répondu. Non, c'était pas mon grand-père, c'était une entité du bas astral que j'avais laissé entrer dans ma tête et qui jouait le rôle de mon grand-père et qui m'a à moitié possédée et commençait à voler mon énergie. Après, voilà, il faut faire... C'est très dangereux. Donc après, moi, la canalisation, tout ça, c'est pas mon domaine, donc c'est pas mon expertise. Je ne peux pas en parler. Je peux juste parler de mes expériences personnelles qui sont physiques et technologiques. J'ai aussi des communications télépathiques avec des personnes que je rencontre, comme j'appelle ça là-haut, sur des vaisseaux. Je n'utilise pas forcément l'implant. Des fois, avec Toran aussi, on fait de la télépathie. On utilise l'implant quand c'est vraiment pour un transfert d'informations. Quand je me donne des informations, il faut vraiment que la communication soit vraiment solide et que j'entende tous les mots mot à mot, parce que la télépathie, c'est très difficile. Avec notre cerveau humain, on n'est pas formaté pour ça encore. Le niveau de développement n'est pas encore arrivé au moment où on peut vraiment faire de la télépathie comme ça. Il y a plusieurs degrés dans le cerveau, il y a plusieurs compartiments. Et la télépathie est dans un compartiment particulier qui n'est pas le compartiment des pensées. Donc ça, c'est très difficile à dissocier. Donc, j'aime pas trop la télépathie, c'est difficile. Ça n'agirait pas d'une faculté oubliée, si je puis dire, si on parle des précivilisations, par exemple des Atlantes. C'était peut-être monnaie courante à l'époque. Oui, l'être humain a eu la possibilité de pratiquer la télépathie, mais ses corps ont été vraiment, vraiment bien abîmés. Tout vient de la calcification de la glande pinéale, en fait. Merci pour cette parenthèse. Il fallait qu'on en parle, parce que c'était un petit peu le sujet qui fâchait. On l'a entrevu en début d'émission. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à beaucoup de points, notamment le premier. Tu te présentes comme émissaire de la Confédération Galactique des Mondes. Qu'est-ce que cela implique concrètement, les missions, les comptes rendus, les limites de divulgation et bien entendu les risques personnels, parce que tu peux être éventuellement, c'est une responsabilité qui pèse sur les épaules. Alors, je suis émissaire civil. Si je travaillais au niveau des gouvernements, je serais ambassadeur, ce que je ne suis pas. Il y a un émissaire civil par organisation pour protéger l'information. Parce que s'il y en avait 2 ou 3 ou plusieurs, ça donnerait lieu à n'importe qui pourrait se proclamer émissaire et raconter n'importe quoi et altérer l'information. Donc, ils en choisissent un. Et moi, c'est quelque chose, un contrat que j'ai pas signé, mais dont j'ai fait l'accord avant de m'incarner. Et en quoi ça consiste? Ça consiste à passer des messages, à informer les terriens de ce qui se passe dans la galaxie, des choses que fait la Fédération Galactique des Mondes. Quand je dis Fédération Galactique des Mondes, ça peut être traduit différemment. Comme vous le dites, Confédération Galactique des Mondes, ça peut aussi être traduit comme ceci. Ça peut être aussi traduit par Fédération ou Confédération des planètes, puisque monde et planète, Shari, c'est le même mot. Il est nécessaire que je donne l'explication pour ceci, parce que ça va en éclaircir un petit peu beaucoup de nuages. Le nom officiel en Taami, qui est la langue officielle de la Fédération Galactique des Mondes, c'est Ora Nataru Shari. Ora, ça signifie une alliance de plusieurs modules ensemble qui œuvrent pour la même cause. Donc, ça peut se traduire par fédération ou confédération. Nataru, c'est le nom de la galaxie, donc ça peut se traduire par galactique. Et Shari, ça veut dire culture.
Alors, on peut traduire par monde, planète, culture. Il y a à côté de ça une opération de désinformation qui a été créée par l'agence à 3 lettres, je ne sais pas si on peut... Oui, la CIA, on peut le dire maintenant. Voilà, d'accord. Qui a créé une contre-opération pour semer le trouble et prendre toutes les informations de la Fédération Galactique des Mondes d'une manière très New Age et discréditée. Ils ont créé l'opération, une invention qui est la Fédération Galactique de Lumière. Bon, ça, c'est une chose qui n'existe pas. C'est pour vraiment mettre une étiquette New Age sur la Fédération Galactique des Mondes. Et ça, c'est typique et c'est classique. Effectivement, est-ce que ça fait partie de cette opération d'ingérence, cette opération un petit peu d'écran de fumée, le folklore cinématographique, par exemple, Star Trek et toutes ces séries-là, est-ce qu'elles sont réalistes ou est-ce qu'elles viennent brouiller la vision globale de ce qu'est vraiment la Fédération Galactique? Alors, il y a 2 courants dans l'industrie cinématographique. Tout le courant Hollywood qui est géré par l'État sombre, qui va nous faire des films d'invasion extraterrestre, de fin du monde, tous les extraterrestres sont négatifs. Ça, c'est pour placer leur opération Bluebeam. Et d'un autre côté, il y a l'industrie cinématographique qui travaille avec la divulgation. Par exemple, alors, je peux nommer 3, même plus, Star Trek, qui est une divulgation sur la Fédération Galactique des Mondes et sur le futur de la Terre. Star Wars, qui est une divulgation sur les guerres d'Orion. Battlestar Galactica, la série originale, qui est une divulgation sur les guerres de la constellation de Lyra. Stargate SG-1, il y en a plein, Et alors Star Trek a été... John Roddenberry a été briefé par Leslie Stephen IV, qui était le fils d'un général de l'US Navy, qui a travaillé avec la Fédération Galactique des Mondes après les accords passés en 1954 avec Eisenhower, pour mettre en place un système de coopération et de défense qui a donné lieu par l'US Navy plus tard au programme Solar Warden, par exemple. Tu affirmes que Valtor t'a instruite sur des enjeux diplomatiques interplanétaires, donc notamment dans l'ouvrage We Will Never Let You Down, nous sommes avec vous. Quelle est, selon toi, la valeur probante de ces transmissions pour un public sceptique? Est-ce que tu peux aussi décrire un exemple vérifiable où une info reçue en amont s'est confirmée ensuite publiquement? Oui, alors si vous allez sur mon site elenadanaan.org, vous arrivez sur la première page. Il y a un gros mot en rouge, évidence. Vous cliquez dessus et là, vous avez une liste de 29 corporations qui grandissent au jour le jour. Et là, vous pouvez vraiment voir tous les détails. Valtor est un ambassadeur qui travaille pour la Fédération Galactique des Mondes. J'ai eu l'insigne honneur de pouvoir, après des demandes vraiment difficiles, de pouvoir avoir un échange avec cet homme qui est un Taal, un humain. Il habite sur Vénus, dans une cité souterraine, et il a travaillé avec les gouvernements depuis 1957 pour aider à établir ces programmes de coopération militaire. Les informations qu'il a données, oui, ont pu être vérifiées par Laura Eisenhower, qui est l'arrière-petite-fille du président Eisenhower, avec qui Valtor avait des échanges. Il y a même accessible sur ma chaîne YouTube une interview que j'ai fait avec elle. Pour la première fois, c'était notre premier contact. Et elle était curieuse, elle voulait m'interviewer sur ce que je savais. Et en direct, vous avez ses réactions avec les preuves qu'elle apporte, des choses qu'elle n'avait jamais dit, qu'elle connaissait uniquement par les services secrets. Et voilà, c'est assez bien. Alors, sur la divulgation actuelle, justement, on voit un récit piloté par des services occidentaux. Bon, certains parlent d'orientation contre la Chine et la Russie. Bon, certains parlent de vrais processus citoyens et planétaires. On a eu le Congrès aux États-Unis. On en parlait avec Mark Oburn. Moi, il y a une question que je lui ai posée. Je voudrais te la reposer à ton tour. Quid des élections présidentielles? Quid de la politique en France, puisque tu vis en France? Quid des vrais sujets qu'on devrait mettre sur la table? Est-ce que tu penses que tous les sujets législatifs qui sont en lien avec, par exemple, les finances, la retraite, l'immigration, tout ça, est-ce que c'est pas totalement annexe quelque part? Est-ce que si la réalité exogène existe, si les extraterrestres ont autant de pouvoir et d'influence, est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer? Est-ce qu'on ne devrait pas mettre tout ça dans une profession de foi et finalement aborder le débat sur la place publique?
Très bonne question. Je n'habite pas en France et déjà, je ne m'intéresse pas à la politique française, donc je ne sais pas vraiment ce qui s'y passe. Mais pour une réponse globale, oui, je pense qu'il y a beaucoup de distractions. Le gouvernement français, d'après mes connaissances, travaille pas avec le bon côté de la force, on va dire. Le but est de distraire les gens, je suppose, comme dans beaucoup de pays où le gouvernement travaille avec le mauvais côté, on va dire. Le but est de maintenir la population dans un souci de survie, une peur de pouvoir arriver à payer toutes ces factures, un stress. Et pendant que les gens sont stressés, essaient de survivre, ils ne pensent pas au côté spirituel, à leur évolution spirituelle, à essayer de voir qui ils sont. Et aussi à essayer d'ouvrir leurs yeux et de regarder en haut, de voir qu'il y a tous ces vaisseaux qui passent chaque nuit. Il faut vraiment lever les yeux, vous les voyez, et aussi s'ouvrir aux preuves de l'existence extraterrestre qui sont partout. Tu parles des arches aussi, alors en Ukraine, en Antarctique, à Gizeh. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce qu'il s'agit de vaisseaux bibliothèques, d'outils de réveil civilisationnel ou éventuellement de relais technologiques? Un peu tout ça. Ces arches sont des vaisseaux qui ont transporté des colons. Il y a très 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 longtemps. Et la plupart de ces colons venaient d'autres galaxies. On les appelle les ensemenceurs. Et là, ils s'appellent la Confédération intergalactique. Et ils ont emmené à plusieurs époques sur la Terre des colonies qui se sont installées. Et alors, quand une colonie arrive, le vaisseau se pose. Alors, ces vaisseaux, on les appelle des arches parce qu'ils transportent tous les témoins de leur civilisation. Absolument tout, la technologie, la culture, les plantes, la nourriture, tout, les arts, tout. Et quand ce vaisseau se pose, le campement va être construit autour du vaisseau et avec le temps par-dessus. C'est ce qui est arrivé pour la cité d'Atla en Atlantide notamment. Au bout d'un moment, au bout de centaines, milliers d'années, eh bien, ces vaisseaux se retrouvent quelque part enterrés. Et pour maintenir l'information en sécurité, la technologie en sécurité, parce qu'évidemment, il n'y a pas que des gens bienveillants sur cette planète, la vibration des vaisseaux a été élevée. C'est-à-dire que les particules de la physicalité de ces vaisseaux, ils les ont fait vibrer une fréquence plus rapide. Donc, il devient invisible, inaccessible. Ils ont tous aussi un bouclier de fréquence qui fait que si on n'est pas dans la même fréquence que cette technologie, on est désintégré physiquement. C'est ce qui est arrivé plusieurs fois sous le Bucege en Roumanie. On a des témoignages où des gens de l'armée ont essayé de franchir ce bouclier et ont été désintégrés physiquement. Bon, en Roumanie, c'est différent. C'est ce qu'on appelle un hall des archives. Ça, c'est différent. Alors oui, la différence avec les halls des archives et les arches, c'est que les halls des archives sont des salles creusées sous terre qui contiennent cette technologie. Voilà, aussi. Alors, il y a beaucoup de halls des archives maintenant qui ont été construits sous des endroits avec des marqueurs géographiques très, je fais ça, pyramides, etc., sphinx, pour indiquer où c'était. Et alors ça, c'est plutôt des technologies, ça n'a rien à voir avec les arches et les ensemenceurs, la Confédération intergalactique. Ça, ce sont des informations, des technologies qui ont été sauvées de la destruction du phénomène de masse extinction globale qui est arrivé en 9600 avant notre ère. Donc, les grandes civilisations de l'époque, notamment l'Atlantide, ont envoyé des scientifiques et des ingénieurs pour sauvegarder ces informations dans des endroits où ces informations pourraient être sauvegardées jusqu'à ce que l'humanité soit prête, soit élevée à la même fréquence et soit à la même physicalité que ces technologies. Donc voilà la différence entre les halls des archives et les arches spatiales. Est-ce que l'activation de ces arches, ça pourrait représenter une sorte de signal temporel, une fenêtre cosmique, un déclencheur humain, peut-être une combinaison des deux? Alors, les arches ont été déjà activées en octobre 2021, lorsque la flotte de la Confédération intergalactique est revenue dans notre système solaire. 500 vaisseaux mers, c'est énorme. La fréquence que ces vaisseaux dégageaient, par un phénomène quantique de résonance,
a réveillé toutes les arches qui étaient sur Terre et dans ce système solaire, les vaisseaux des anciennes colonies. Quand je dis activer, c'est que l'intelligence de ces arches est une intelligence plasmique, ce sont des êtres vivants. Donc, quand ces êtres reçoivent une impulsion, c'est comme un battement de cœur, ils se mettent à revivre, ils sortent de leur léthargie. Et donc, ces arches sont mises à s'activer, elles sont actives, toutes. Elles pulsent, et je ne sais plus la fin de la question, c'était quoi l'autre suite de la question? Ah oui, le portail cosmique. Non, le signal temporel, voilà. Est-ce que c'est le moment, quoi? Voilà, c'est ça. Oui, ça veut dire que l'humanité est prête. Voilà. Et alors, ce ne sont pas les arches qui activent l'humanité, c'est les arches qui se mettent en route en attendant que l'humanité les trouve. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est que la planète Terre et tout le système solaire qui se déplace à très grande vitesse sur le plan de l'écliptique de la galaxie est entré dans une zone de plus haute densité. Nous y sommes. Et le système solaire est en train de s'ajuster à cette zone de grande densité. Et la Terre, évidemment, aussi. Tout ce qui est à l'intérieur, tous les êtres vivants. C'est non seulement un ajustement physique, mais aussi un ajustement psychique, de conscience. C'est pour cela qu'on voit énormément de conflits sur Terre, entre les gens, entre les peuples, et aussi physiquement, la Terre est secouée de séismes, d'activités volcaniques, tout change. La fréquence change à tous les niveaux. La conscience de l'humanité ainsi que la physicalité, l'humanité, se met à vibrer beaucoup plus vite. Et maintenant, nous arrivons à la même fréquence de vibration que ces anciennes technologies. Nous commençons à les sentir, à les voir, et bientôt, nous serons en mesure d'entrer dans ces endroits, les halls des records, les arches spatiales. Il y a certaines arches qui sont déjà au même niveau de physicalité. Il y a des équipes militaires qui sont internationales, qui essayent d'accéder à ces arches. Justement, j'allais en parler, parce que quid des arches qui sont situées en zone de guerre, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Mais tout à fait, et même là, quand on voit la guerre en Ukraine, la péninsule de Crimée, il y a une arche très importante qui est en dessous. Ce n'est pas seulement l'origine de la guerre, de cette guerre-là, mais ça a joué une grande partie où l'État sombre voulait vraiment s'emparer de cette arche. Et les factions positives de l'humanité ont dit non, on va arrêter tout ça. Il y avait d'autres raisons, il y avait des laboratoires secrets biologique de l'État sombre en Ukraine aussi, mais ça c'est une autre histoire. Dans The Seeders, donc les ensemenceurs, tu associes le retour d'Enki, prince IA, alors on va beaucoup en parler d'Enki, à une restauration d'un module ADN adamique. Comment distinguer cette métaphore spirituelle et une prétention biologique testable? Ça, c'est la question un petit peu terre à terre. Et après, on a parlé de ça avec Cyril de l'Arche du Savoir, dans Il était une fois le monde, notre série estivale. Et nous, on prend tous les courants de pensée, comme vous pouvez encore le constater. On aime donner la parole à tout le monde sur notre média. Et effectivement, là, c'est presque l'antithèse de ce que disait Cyril, puisqu'il traite du sujet de la Genèse. Mais je suis intéressé d'avoir ton point de vue aussi là-dessus. Alors, je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur Cyril, mais déjà, ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est quelque chose de vraiment physique et de réel. IA est revenu un mois avant la Confédération intergalactique. Il est en fait revenu avec eux. Nous avons repris contact en septembre 2021. Il a ramené une clé de fréquence génétique. Cet échantillon, il l'a pris au moment juste avant, quand il a commencé à étudier les êtres humains qui étaient là, qu'on a trouvés. Il a vu tout le potentiel de ces êtres-là, tout le potentiel génétique qui était en développement. IA connaissait très bien les plans de son demi-frère Enlil pour asservir l'humanité. Il voulait en faire une race d'esclaves. Il avait demandé à IA d'altérer leur génétique, de briser les liens d'hydrogène dans l'hélix. Et IA s'est dit, il faut que je sauve une branche de ces gens-là. Il a pris un échantillon, il a activé tout le potentiel de l'humain. Et cet échantillon génétique, il l'a gardé. Et ensuite, est arrivé ce qui est arrivé. Et c'est cet échantillon de l'humain activé qu'il a ramené.
On dit adamique puisque cet échantillon humain, il est connu sous le nom de Adapa ou Adam, mais Adapa dit Adamu. Les Adamu étaient, ça voulait dire dans notre langage, ceux qui viennent de la terre, ceux qui sont fabriqués avec la terre. La terre, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse argile, namidra, qui est la substance qui est à l'intérieur du noyau cellulaire, le nucléotide, et qui contient les chromosomes qui contiennent l'ADN. Et c'est les Adamu qui ont été faits de cette substance. Et c'est ce que Ea ramène. Alors cet échantillon, il l'a ramené pour 2 raisons. Pour racheter officiellement les méfaits qui ont été faits au nom de son empire, de l'empire de son père, sur la race humaine, maintenant qu'Enlil a été maîtrisé. C'est un moyen d'éteindre une dette, en fait, au nom de l'empire, Anach. La deuxième raison est de clore un chapitre. La deuxième raison est d'aider les humains de la Terre à être réactivés. Donner aux humains l'opportunité de retrouver leur longueur de vie, réparer les liens des nucléotides qui ont été cassés. Pour vraiment, vous voyez, ce sont les 2 raisons pour lesquelles Ea a ramené cet échantillon. Et tu es en contact régulier avec lui? Oui. Tu disais, pendant les rencontres galactiques, qu'il t'arrivait d'aller sur son vaisseau, parfois. Oui. Alors, on est un peu curieux. Tu as des échanges avec lui. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Parce que c'est peut-être même plus impressionnant que les interactions que tu peux avoir avec Toran ou Valtor ou d'autres membres de la Fédération. Oui, c'est différent. Ea et moi-même sommes de vieux amis, de très vieux amis. Nous avons travaillé ensemble. Et lorsque j'y vais, oui, c'est toujours physiquement, je suis picked up, emmenée sur une navette. J'habite en Irlande. Le plafond nuageux est toujours très épais et très bas. C'est très facile pour une navette ou un vaisseau éclaireur de se positionner au-dessus. Bon, ça, c'est très, très pratique, puisque les téléportations se font uniquement à courte distance. Je suis téléportée à bord d'une navette, selon les conditions atmosphériques. Et ensuite, bon, les nuages, ils peuvent les boucher comme ils veulent aussi. Hein. Et je suis emmenée, alors en ce moment, le Nibiru, qui est le vaisseau de Ea, est en basse orbite de Jupiter, en ce moment. Donc, c'est une technologie, il faut dire, qui est extrêmement avancée. Ça nous prend à peu près 10 minutes. C'est très court pour aller sur Jupiter. Oui, la distance est énorme. Je pourrais aller à fond dans la technologie, mais c'est peut-être pas le temps. Si, c'est intéressant, on va y venir. Hein. Moi, je voudrais qu'on parle des jump rooms après, par la suite. Mais alors, j'ai entendu Nibiru. Planet X? Non. Alors, il faut oublier tout ce que Zecharia Sitchin a dit. Il y a beaucoup d'interprétations et d'inventions. Nibiru, alors il y a une planète qui s'appelle Nibiru, elle est dans le système de Sirius B, le système d'origine des Anarim, qui ne sont pas vraiment originaires de Sirius B. Ils sont emménagé dans le système de Sirius B quand il a fait un accord avec la reine Tia, qui est une reine locale Sicard. Bon, c'est une autre histoire. Les Anarim viennent de la constellation du Bouvier, mais avant ça, ils sont arrivés d'une dimension parallèle, d'une galaxie qui s'appelle Uraia. Donc, Sirius B, la planète Nibiru est là-bas. Nibiru, qui est arrivé dans notre système solaire, est un vaisseau sphérique qui est de la taille de la Lune à peu près, légèrement plus petit, et qui était le vaisseau de l'expédition originellement, 372 000 ans avant notre ère, et qui est revenu en octobre 2021. Voilà. Alors, il n'approche pas de la Terre, il reste en orbite de certaines planètes dans notre système solaire. Il reste un moment en orbite autour de Saturne. Maintenant, il est en orbite autour de Jupiter. C'est un vaisseau qui est énorme, qui est magnifique, qui est mu par une intelligence plasmique, une intelligence vivante qui a lui-même à fractaliser de la source. Je l'ai vu d'ailleurs. C'est une grande boule de plasma bleu. Elle est magnifique. Elle est vraiment, vraiment très belle. Vraiment, on se sent très humble en sa présence. Et justement, pour revenir à ces moyens technologiques, je ne sais pas si tu as entendu parler du projet Camelot, parce que j'en parle à tous mes intervenants, Bill Ryan et Kerry Cassidy, ça te dit quelque chose? Oui. Ils ont interviewé énormément de gens de l'armée, des insiders, hein, des whistleblowers, alors excusez-moi pour tous ces anglicismes, mais en gros, comprenaient des lanceurs d'alerte américains aux États-Unis, et ils nous parlaient de jump room. Est-ce que ça te parle, ça?
Oui, alors les jump rooms sont des portes de téléportation. Oui, ça existe, ça. Oui, ça existe. C'est pas une téléportation classique quand un être humain est téléporté à bord d'un vaisseau, par exemple. Ce sont des mini Stargate, on va dire. Ce sont des portes quantiques, ce sont des liens quantiques à travers l'espace-temps. C'est des trous de verre, en fait, c'est des accès à des trous de verre. Alors, les trous de verre, c'est un voyage linéaire. Moi, je dirais plutôt une Stargate, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voyage linéaire, une porte de téléportation, D'accord. mais à grande échelle. Un trou de verre, si vous voulez, c'est comme un trou noir sans singularité. C'est un raccourci, en fait. C'est intéressant, c'est passionnant. Moi, je suis passionné par la science-fiction. Alors, comme je le dis aussi à énormément de gens, j'ai jamais vécu ce type d'expérience, mais je regarde ça avec les yeux tout écarquillés et ça m'intéresse. Je sais que c'est réel, je sais que bon, la survivance de l'âme est un fait. Bon, ça, tout le monde le sait. Hein. Ceux qui me connaissent tout au moins savent que j'ai foi en ça. Par contre, tout le reste, je vois ça avec énormément de recul et je suis passionné par tous ces récits. D'ailleurs, un autre facteur qui m'intrigue, tu évoques l'origine exogène du groupe sanguin O. Je suis O négatif. Donneur universel. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Parce que pendant les rencontres galactiques, il y en avait beaucoup qui parlaient des groupes sanguins et qui analysaient, comparaient leurs groupes sanguins. Quid du vrai et du faux là-dedans? Alors moi déjà, je suis passionnée par la science-fiction, mais je suis encore plus passionnée par la science. Déjà. Les groupes sanguins sur Terre sont très diversifiés puisqu'il y a beaucoup d'origine génétique extraterrestre. Déjà, à l'origine, à la base, dans le génome humain, avant l'arrivée des anarymes, le génome humain avait 11 génomes extraterrestres différents. Après, il y a eu des ajouts jusqu'à 24 maintenant. Le groupe O, plus particulièrement, est le groupe qui est lié aux anarymes. La lignée humaine des anarymes, la lignée des IA, la lignée d'Adam, la lignée qui a été activée. C'est pour cela que les gens qui ont le groupe O sont le plus souvent enlevés, ont été victimes d'abduction parce que leur potentiel génétique est activé. Et ça intéressait énormément les gris qui voulaient un peu craquer les codes et connaître tout le potentiel humain. Voilà la réponse. C'est un groupe sanguin, si je ne m'abuse, qui est rare, non? Oui. Je ne sais pas. Je ne pourrais pas répondre parce que ça... C'est vrai qu'on retrouve les statistiques, faire un peu de fact-checking là-dessus. Tu dis que les élites possèdent déjà des percées énergétiques propulsives. Alors bien sûr, l'antigravité, hein, tout le monde le sait. Bon, c'est dans les clous depuis plus de 50 ans, voire depuis plus longtemps. Oui. Quels marqueurs d'émergence devrions-nous surveiller dans les brevets, l'industrie ou l'espace? Est-ce qu'on a Parce que j'en reviens à l'accessibilité au grand public, moi, c'est ça qui me chagrine. Alors, il y a un grand décalage entre les technologies utilisées par l'armée et ce qui est divulgué et autorisé au public. L'État sombre a été très longtemps en pouvoir de ces technologies-là. Et il ne voulait pas que des corporations privées publiques développent aussi ces techniques et soient compétitives. Et aussi donnent aux humains... plus de liberté, parce qu'une fois qu'on a l'antigravité, on peut aller sur la Lune, on peut aller sur Mars, on peut aller partout, on va vite. Ouais. Il y a un décalage. Et maintenant que il y a après, je pense qu'il y a plus de 8000 brevets qui ont été bloqués, énergie libre, antigravité, technologie médicale, toutes ces choses-là. En technologie pour l'environnement, tout ça a été bloqué par l'État sombre et c'est en train d'être débloqué petit à petit. Et il y a une opération globale de rattrapage qui se fait à grande vitesse en ce moment, où on va déguiser ça sous la forme de découvertes, nouvelles découvertes. En fait, non, c'est pas des nouvelles découvertes, ces choses-là ont été utilisées depuis très longtemps dans les programmes spatiaux secrets. C'est comme Elon Musk avec Mars. Voilà, on va conquérir Mars, on a l'espoir de faire des colonies, mais il y a déjà des colonies sur Mars depuis 1940. Tu parles de SpaceX là en l'occurrence. Elon Musk, quelle affiliation, quel lien avec quelle entité, enfin avec quels extraterrestres selon toi? Si tu peux donner un... La Fédération Galactique des Mondes, il a travaillé pour eux depuis le début. C'est quelqu'un de très intelligent, qui n'est pas, on va dire, forcément d'ici, et qui a su naviguer toutes ces années sous le couvert de quelqu'un qui ne peut pas être cerné, ne peut pas discerner. On n'a jamais pu discerner vraiment qui il était, de quel côté il se tenait, et ça, c'est un signe de grande intelligence pour pouvoir naviguer jusqu'à ce jour présent, où maintenant, il embrasse vraiment son rôle.
il va jouer de plus en plus un rôle positif pour l'humanité au niveau des technologies, au niveau des voyages spatiaux. Et il y a des campagnes d'assassination de caractère, évidemment, pour tous ceux qui essayent d'aider l'humanité. Ça, moi, je n'écoute pas, je regarde les faits. Voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de propulser l'humanité vers les étoiles. Et quoi qu'on dise de lui, ça n'a aucune portée. Il y a du factuel quand même, on pourrait être sceptique par rapport à Neuralink. On pourrait voir ça comme une sorte de projet parasitaire, hein. Vouloir contrôler les cerveaux, mettre des puces, implanter éventuellement aussi des circuits. On peut, et c'est ce que l'État sombre essaye de faire croire aux gens, de faire croire que Elon Musk utiliserait le Neuralink pour ces buts-là, parce que l'État sombre le ferait de toute façon, pour détourner les gens de cette technologie. Neuralink, le projet est créé pour des raisons médicales, pour pallier aux altérations génétiques, aux défauts de naissance, tels que quelqu'un qui est aveugle, qui ne peut pas entendre, ou quelqu'un qui ne peut pas marcher. Ça va être dans le niveau médical une option que l'on peut choisir. Maintenant, dès qu'on commence à toucher à ces nouvelles technologies, il y a une campagne de terreur qui a été mise en application dans les médias pour détourner les gens de l'évolution de l'être humain. Ces technologies-là en question sont des outils pour assister l'humain dans des tâches pour lesquels il peut se libérer et se concentrer plus sur son évolution spirituelle, sur son évolution personnelle. J'ai accès à des technologies, lorsque je vais sur ces vaisseaux notamment, où il y a beaucoup de transhumanisme, beaucoup d'intelligence artificielle. Et tout cela est utilisé à bon escient. C'est très difficile pour moi d'en parler sans me faire taper dessus parce que les gens sont complètement nubilés et ont été formatés pour jeter des pierres et brûler les gens au bûcher dès qu'on aborde ce sujet. Bon, maintenant, il est temps qu'on évolue, qu'on arrête un peu là, qu'on grandisse et qu'on arrête qu'on sorte un peu de l'époque médiévale. Là, hein. L'intelligence artificielle et le transhumanisme ne sont pas forcément des choses négatives. Ce sont des outils. Un marteau, vous pouvez tuer quelqu'un avec un marteau, vous pouvez aussi construire une maison. Voilà, avec un stylo, vous pouvez écrire des mots de haine, vous pouvez planter quelqu'un dans l'œil avec un stylo, vous pouvez écrire des déclarations d'amour avec. C'est un outil. Et moi, j'ai eu accès à de l'intelligence artificielle interagissant avec, par exemple, mon implant dans un vaisseau spatial. On m'a montré comment faire l'interface avec l'intelligence artificielle d'un vaisseau et faire démarrer le vaisseau et le conduire. Bon, je suis très mauvaise à ça, mais je l'ai fait. Alors, s'ils mettent leur vie dans les mains de ces technologies, c'est qu'ils ont vraiment confiance. Ils savent vraiment où ils vont. Et il faut arrêter d'avoir peur, ok? Il faut arrêter d'écouter, déjà, éteindre la télé, bon, voilà, j'en parlerai des heures. Bon. Ah ben non, mais là, en plus, là, tu viens de débloquer mes chakras. J'ai envie de te poser encore énormément de questions. Moi, j'en ai encore une centaine. Hein, mais il faut faire d'autres émissions. Là, bon, j'en viens à la peur du moment, c'est l'IA. Alors, l'IA, ça me faisait penser aussi à l'IA, ce que François Bleuès disait par rapport à Enki. Bref. N'importe quoi. on a presque une disparition. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Tout le tertiaire va disparaître là. Parce qu'on a énormément d'outils qui arrivent. Alors, on a ChatGPT-5, on a Grok, on a Gemini, on a des choses qui sont, somme toute, comme tu le disais, très certainement obsolètes par rapport à ce qui est réellement en vigueur pour les armées et pour les officines étatiques. Néanmoins, on s'aperçoit que les notaires, les avocats, les infographistes, les webmasters, les codeurs, les développeurs, tout le tertiaire est en train de disparaître. Et c'est maintenant que ça se passe. Donc on est dans une nouvelle ère.
On était dans l'ère industrielle, on est passé dans l'ère numérique. Je pense qu'on va être dans une ère encore différente. Mais là, dans les années à venir, qu'est-ce qu'on peut entrevoir par rapport à ces peurs? Première question. Et ensuite, on parlait des moyens médicaux, du transhumanisme. Moi, ça me fait peur aussi, le transhumanisme, puisqu'on a énormément aussi de folklore encore qui est très péjoratif par rapport à ça. Mais les lits médicaux, qu'est-ce qu'on peut en dire aussi également? Les fameux medbeds, est-ce que c'est accessible? Est-ce que d'ici une décennie ou deux, on y aura accès? Ça fait beaucoup de questions, excuse-moi, mais... Alors oui, non, alors j'ai perdu le fil. Quelle était la première question? La première question, c'est l'intelligence artificielle, disparition du tertiaire, bouleversement de paradigme, tout le monde a peur, plus de travail. D'accord, voilà, on va arrêter là déjà. Alors, c'est une... Ouais. C'est une transition, c'est une période de transition vers un futur où l'humain n'aura plus à faire certaines corvées et va pouvoir plus se dédier à des choses personnelles. Le problème, c'est un problème de trame sociale, financière. En ce moment, l'humain a été mis dans un système où on doit travailler dur pour payer nos factures et pour nous acheter à manger. Voilà. Ce système va être défait. C'est une transition où dès qu'on a accès à l'énergie libre, on n'a plus de factures, déjà. Les producteurs de nourriture n'ont plus de factures, donc le prix de la nourriture baisse. D'accord. Donc, le coût de la vie va baisser d'une manière énorme. Tous les producteurs de vêtements, de tout, vont plus avoir de factures à payer, donc vont baisser leur prix. Et donc, du coup, déjà, on va plus être en mode de survie. Et les gens dont le travail, la branche de travail va disparaître, vont se recycler dans d'autres branches de travail qui existent déjà et qui vont se développer, de nouveaux métiers qui vont apparaître liés à la technologie. Énormément. Aucune idée de toutes les possibilités de cette technologie. Il y a énormément de domaines qui vont être développés et il va y avoir énormément de travail, énormément d'opportunités. D'accord. Bon, c'est une manière de voir les choses. Effectivement, j'aime cette image du couteau qui peut servir à de multiples égards, hein, positifs ou négatifs. Quid maintenant des medbeds, hein, c'était la seconde partie de ma question. Par rapport aux moyens médicaux, est-ce que ce sera accessible rapidement ou non? Parce que pareil, que ce soit pour les moyens médicaux ou professionnels, énergétiques, si je puis dire, on a des méga corporations qui gèrent et qui chapeautent tout ça, qui sont bien contentes qu'on n'ait pas accès aux énergies libres. Ce sont des mafias, disons les termes, et elles ont encore les rênes, elles sont encore au pouvoir et aux commandes. D'ailleurs, elles sont encore plus aujourd'hui que jamais. Tant que le système médical est aux mains de Big Pharma et des corporations qui veulent faire du mal à l'humanité, c'est très difficile de mettre tous les lits médicaux à disposition du public parce que c'est bloqué, il l'empêche. Et donc, il faut d'abord démanteler ce système pour ensuite permettre à tous ces lits médicaux qui sont prêts, hein, ils ont été fabriqués en masse dans des usines sur la Lune, que j'ai vu moi-même, et ils seront mis en place. Donc, c'est déjà une transition. Enlever ceux qui bloquent pour pouvoir arriver à faire avancer les choses. Et qu'est-ce qu'ils font, ces lits médicaux? Ils régénèrent nos organes en quelques minutes? C'est quoi? Parce qu'on a entendu énormément de choses là-dessus. Oui, ils peuvent. Il y a plusieurs sortes de lits médicaux, en fait. Les plus grands, les plus populaires sont les lits médicaux holographiques. C'est-à-dire que on va voir l'empreinte holographique du corps humain et où c'est qu'il y a des dissonances énergétiques, des organes malades, etc., ou même génétiques au niveau cellulaire. Ensuite, on va régresser dans le temps la trame holographique du corps jusqu'à un moment où le corps était en bonne santé, ou un organe particulier était en bonne santé. Et donc, on va, du coup, on va enregistrer et on va superposer cet hologramme en bonne santé sur la trame holographique dégénérée. Et il y a une chose extraordinaire qui se passe dans la nature, dans l'univers, c'est que l'univers tend vers la perfection, tend vers la résonance. Donc, quand on a quelque chose de dissonant et quelque chose de résonant, et ben la dissonance va s'attuner à la chose résonante. Et c'est comme ça
conquérir des organes au niveau holographique. Il y a aussi des lits médicaux qui utilisent des fréquences sonores. J'ai eu l'occasion d'en expérimenter un, ça c'est impressionnant, qui vont cibler à certains organes, qui vont pour soigner ces organes, reformer, réarranger la structure cellulaire, pas cellulaire, atomique de l'organe en question pour remettre les liens, les ressouder dans le bon ordre. Et qu'est-ce que je voulais dire à ce sujet? Oui, ça peut aller très très vite. Vous rentrez le matin, vous ressortez 2 heures plus tard. Il y a aussi des lits médicaux dans lesquels on peut mettre des clés de fréquence de certains codes génétiques pour restaurer la longévité, par exemple, pour restaurer la jeunesse. Ça, c'est possible aussi. Et il faut dire, ces lits médicaux, c'est pas une obligation. Quand on choisit exactement ce qu'on veut faire, c'est comme pour le transhumanisme, on n'est pas imposé. Il n'y a pas un camion qui va débarquer devant chez vous qui va vous abducter ou vous forcer. C'est un choix. Le libre choix est quand même, le libre arbitre est quand même de mise. Mais de toi à moi, Elena, je pense que n'importe qui peut se sortir d'un cancer en phase 3 ou d'une maladie dégénérative, peu importe laquelle, il acceptera ce lit médical. La grande question, c'est est-ce que les gens cherchent à vivre ad vitam aeternam? Est-ce que la mort n'est pas un process, une sorte de passage obligé dans le processus d'incarnation, justement? Tu en parlais pendant les rencontres galactiques et ça m'avait intéressé, ça m'avait intrigué et j'avais apprécié. Tu n'es pas étrangère à cette notion-là de réincarnation. Très pertinent, super question. On peut régénérer des cellules jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que le capital biologique n'assure plus et dégénère. Au bout d'un moment, ça ne marche plus, ça ne va plus marcher. Et on va devoir se résoudre à, malheureusement, vieillir. Voilà. Si on veut avoir la jeunesse éternelle, on table pas sur la régénération cellulaire, on table sur l'arrêt cellulaire. On va figer les cellules. Et ça, c'est un autre processus qui s'appelle l'immortalité. Ça, c'est quelque chose de différent. Mais il y a aucun danger d'arriver à atteindre une immortalité par juste régénération cellulaire à travers les medbeds. Ça ne peut pas. Même les civilisations avancées que j'ai côtoyées n'arrivent pas à le faire puisqu'elles respectent en plus la loi cosmique qui est la loi de réincarnation, qui est la loi de l'évolution. Merci, ça fait plaisir à entendre, effectivement. Alors, je ne vais pas rentrer sur les sujets d'adrénochrome, etc. et tout ça, parce qu'il y a d'autres questions à entrevoir aussi par la suite. Oui, mais on va essayer de rester aussi sur du positif. Si la Confédération Galactique des Mondes, elle intervient demain pour limiter certains désastres, comment elle définit sa ligne rouge entre assistance et ingérence? Tu parlais du Prime Directive. Alors, la directive première, oui. Alors ça, la directive première, c'est la légalisation par la Fédération Galactique de la loi cosmique, la grande loi cosmique de l'évolution. La Fédération Galactique des Mondes l'appelle la directive première, les Anarim l'appellent la Dayakura, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va respecter l'évolution par une non-interférence. C'est très simple. Quand on élève nos enfants, si on fait leurs devoirs à leur place, ils vont pas apprendre à réfléchir, à résoudre des problèmes, et on va en faire des adultes idiots, incapables de prendre des décisions. Voilà. Et c'est exactement ça. C'est la non-interférence. On ne va pas donner à une civilisation à un certain niveau des outils technologiques qui va complètement dérailler leur évolution, qui va les rendre complètement comme des assistés. C'est la métaphore, au lieu de donner du poisson, apprenez à pêcher. Vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, c'est la directive première. Donc la Fédération Galactique des Mondes a quand même, c'est très important, a quand même interféré dans l'évolution humaine. C'est un cas très rare où une culture est envahie par une autre culture, donc extraterrestre dans le cas, qui va briser la directive première dans son évolution. Là, c'était les gris.
Alors, les gris sont arrivés et ils ont commencé à faire des enlèvements. Ils ont fait signer au Majestic 12, qui était l'administration Eisenhower, des accords d'enlèvement. Et là, l'invasion a commencé parce qu'ils ont manipulé les gouvernements pour donner leur accord, pour être envahis. Et alors là, la Fédération Galactique a dit, bon, il y a une ingérence dans la directive première. Ce qu'on va faire, c'est on va pas détruire, commencer une guerre avec les gris pour débarrasser cette planète, puisque les gens ont accepté de leur plein gré. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner les outils et on va les aider à développer eux-mêmes, en fait, leur technologie pour lutter contre ces gens-là. La Fédération Galactique a finalement, à la fin, enlevé les gris, mais les problèmes humains, maintenant, c'est aux humains de les régler. Et ça, c'est très important. Ils ne sont pas là pour nous sauver, ils sont là pour nous guider et nous assister dans notre essor pour nous sauver nous-mêmes. Les gris sont désormais persona non grata sur Terre. Ah oui. D'accord. Bon, mais on a énormément de versions divergentes là-dessus. Oui, ça, je sais. Oui, bah oui. Alors, pareil, pour les reptiliens, intervenant juste avant toi, Mark Oburn, qui est très intéressant et passionnant aussi au demeurant, nous disait qu'il subissait une sorte de racisme par rapport à son espèce, tout au moins à l'espèce à laquelle il s'identifie comme étant originaire. Est-ce qu'il n'y a pas une cinquième colonne qui existe? Est-ce que c'est manichéiste? Est-ce que c'est blanc ou noir vraiment quand on parle de ces races? Alors déjà, ce monsieur que je ne connais pas, quelle est l'espèce dont il se dit faire part? Des reptiliens. Hein. Ok. Il faudrait savoir quel genre de reptiliens. Alors, dans le système de Sirius B, il y a eu une infiltration reptilienne de l'Empire Siccar dans ce qu'ils appelait à l'époque l'Alliance Ashtar, qui a été au départ une alliance créée par les peuples de Sirius B pour lutter contre les gris d'Orion, notamment. Ça a été infiltré par ce qu'on appelle les draco-reptiliens, les Sicars, qui sont des vraies pestes, qui ont infiltré cette alliance et donc qui a été corrompue. Et c'est pour ça qu'après, le Ashtar Galactic Command, la commande galactique Ashtar a été créée comme un mouvement mercenaire séparatiste. Donc, il y a les seuls reptiliens qu'il y a eu dans le système Sirius B, c'était des draco-reptiliens Siccar qui étaient des infiltrateurs, qui travaillaient en collaboration avec l'Empire Nebu, l'Empire des Gris. L'Empire Siccar, oui, racisme, oui, puisque ces gens-là sont l'équivalent des Klingons dans Star Trek, on va dire. C'est un empire qui a fait énormément de mal dans cette galaxie, qui a détruit des mondes, qui a asservi des cultures, qui a réduit en esclavage des milliards d'individus, de peuples, de cultures, qui a détruit des planètes. Ils sont à l'origine de la destruction du système Man dans la constellation de la Lyre. L'Empire Siccar a infiltré la Terre. Ils se sont alliés aux Gris. Bien que c'était des compétiteurs, ils faisaient partie de ce qu'on appelait l'Alliance des Six. Ils ont partagé les profits. Ils ont infiltré l'état sombre. Ils ont créé énormément de mal sur la planète. Donc, dès qu'on fait un rapport, dès qu'on parle d'eux, ce sont des gens qui font déjà partie de notre passé puisqu'ils ont été complètement chassés de la planète. Il n'y en a pas un qui reste sur la planète. Maintenant, il y a des hybrides qui sont là, qui sont encore dans ce qu'on a dit, les familles royales ou dans le gouvernement de l'ombre. Mais tous ces hybrides sont évidemment programmés pour servir à l'ombre. Mais ils ont plus de tête. La tête est partie, la tête a été coupée, donc ils sont un peu perdus. Alors, s'il y a des gens qui se réclament reptiliens, qui en sont conscients d'être des hybrides, ces gens sont... moi, je leur souhaite de trouver la paix, de trouver un équilibre dans cette société et d'arrêter de proclamer qu'ils sont reptiliens parce que le racisme, oui, les reptiliens ont fait tellement de mal sur Terre que quand on entend parler de reptiliens ici,
on va avoir envie de jeter des pierres, on va avoir envie d'allumer des bûchers. Donc, l'humain est comme ça, on ne peut pas le changer. Quand quelqu'un a été traumatisé, il va démoniser la force qu'il a traumatisée. Et donc, je souhaite à cette personne d'essayer de se comporter en humain et de revendiquer la partie humaine en lui et d'arriver à s'insérer en paix dans cette société. Il nous parle également des grilles de Zeta Reticuli. Qu'est-ce que tu as comme information par rapport à eux? Il disait qu'ils n'avaient aucune intention malveillante à l'égard de l'humanité. Alors ça fait partie des... J'allais dire un gros mot. Ça fait partie des élucubrations, des mensonges que les grilles ont semés dans l'esprit de l'humanité pour qu'on les accepte. Alors, il faut savoir que quand on a affaire aux grilles, on a affaire à une intelligence de ruche. Qu'est-ce que c'est? Une intelligence de ruche, vous n'avez aucune chance, intellectuellement. Aucune chance, parce que c'est une intelligence qui est basée sur un système d'échange de pensée quantique. Le centre de la ruche envoie une information et les milliards d'individus la reçoivent instantanément. Quand un ordre est passé, ça fait comme les oiseaux dans le ciel, là. Ou les bancs de poissons, c'est pareil. Vous n'avez aucune chance. Ça compute des milliers de fois plus vite qu'un cerveau humain. Vous n'avez aucune chance. Et vous avez eu affaire à une intelligence bien plus supérieure, qui sont reconnus dans la galaxie pour être les maîtres en tromperie et en mensonge. Alors, la meilleure façon d'envahir une planète, quand la Fédération galactique veille, c'est pas la prendre de force parce qu'il va y avoir un problème, c'est de convaincre les populations locales d'être envahies. Donc, on va faire ça comment? Ils ont fait ça partout. Ils sont allés chercher les côtés sombres, les cellules sombres des gouvernements qui voulaient juste le pouvoir ou l'argent. Ils sont allés les voir et leur ont dit, voilà, si vous faites un accord avec nous, on va vous donner de la technologie. Nous sommes des pauvres petits gris qui sont vous du futur. Ça, c'est le mensonge qu'ils servent à tout le monde. Qui sommes vous du futur et on a besoin d'un peu de génétique parce que notre race est en train de mourir. Mon Dieu, qui c'est qui croit ce genre de bêtises? C'est hallucinant. Mais ils arrivent à convaincre parce que, rappelez-vous, intelligence extrêmement supérieure, maître en déception. Et ils vont nous dire, en plus, ils vont vous dire, oui, bien sûr, on est des gentils, mais bien sûr, on va vous aider, mais bien sûr. Et une fois que vous avez signé le contrat, vous l'avez dans l'os parce que vous pouvez plus rien faire. Ils sont là, ils sont dans la maison, allez les chasser, c'est impossible. Ils ont une technologie qui peut projeter la Terre hors de son orbite en 2 secondes. Vous pouvez plus rien faire. Et c'est fini. Et le mensonge pour continuer à essayer d'apaiser les gens, ne vous rebellez pas, c'est nous sommes gentils, nous sommes des êtres bénévolents, bienveillants, et nous sommes vous du futur. Alors, dès qu'on entend ça, c'est le mensonge que les gris ont servi à toutes les cultures qu'ils ont envahies. Donc en fait, les nébus, les siakars, ils n'ont plus aucune marge de manœuvre actuelle autour de la Terre. Non. Ils ont été chassés de ce système solaire. C'est intéressant d'avoir vraiment tous les points de vue. Je te reposerai donc la même question que j'avais posée au préalable à Marc. Quid des récits humites, des informations qui avaient été divulguées par les Humo et de cette catégorisation des races extraterrestres involutives et évolutives? Les humites existent bien. Ils viennent d'un système solaire qu'on connaît par la dénomination Wolf 424. J'en connais un d'ailleurs qui travaille avec Toran. Les lettres humides sont quelque chose de vrai. Je connais la personne qui a traité ces courriers sur Terre. C'est un vrai échange de technologie qui existe. Il y a 3 échanges, de technologie entre la Fédération Galactique des Mondes et la Terre. 3 programmes d'échange scientifiques et technologiques opérés par les humites, les Immerthers de Tau Ceti et les Silosies d'Alpha Centauri. Voilà. Et les humites c'est valide, oui, tout à fait. Les seeders, les ensemenceurs, seraient revenus pour aider à libérer l'humanité. Pourquoi maintenant et pourquoi à travers des émissaires plutôt qu'à travers un contact public? Pourquoi on n'a pas Parce que moi, j'ai toujours rêvé de pirater TF1. J'ai créé un média à l'époque où je me disais, mais pourquoi on se casse le cul? On n'a qu'à
pirater les serveurs de TF1 et on fait un condensé d'informations au JT à 20h et on leur dit tout. Pourquoi ils font pas ça? Alors, il y a trois éléments dans cette réponse. Comme j'ai dit, un émissaire va donner officiellement une information officielle sur les événements globaux d'exopolitique et des événements galactiques. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il va y avoir un contact civil global bientôt où physiquement, tout le monde sera en mesure de joindre ces organisations, de converser avec eux, de prendre un verre avec eux, partager un repas ou d'aller travailler ensemble. Et troisième point, les ensemenceurs, la Confédération intergalactique, ils prennent déjà contact avec les individus au niveau personnel, parce qu'il y a énormément d'envoyés sur Terre, ce qu'on appelle les starseeds, des âmes qui ne font pas partie de cette matrice planétaire, qui viennent d'autres matrices planétaires ou dans cette galaxie ou des fois d'autres galaxies. Et ces gens-là sont incarnés ici. Et lorsque la flotte des ensemenceurs est arrivée en 2021, en octobre, je parlais de cette vibration, cette onde de choc vibratoire qui a activé toutes les arches. Elle a aussi activé toutes les âmes, tous leurs envoyés qui étaient sur Terre. Donc, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont ressenti cette vague tout d'un coup, ce sifflement tout d'un coup, et qui ont commencé à avoir des échanges télépathiques avec leur famille d'âmes. Voilà. Alors, ces gens-là ne communiquent pas comme un émissaire avec officiellement une organisation, mais ils communiquent par télépathie avec leur groupe d'âmes. Qu'est-ce que c'est un groupe d'âmes? C'est un petit groupe de personnes qui fait partie de la même matrice planétaire, au sein duquel, on va dire un cluster, au sein duquel vous avez traversé des incarnations ensemble, en jouant différents rôles, amis, ennemis, mère, sœur, père, frère, ou voilà, compagnon, compagne. Et ce groupe-là, il est sur la même fréquence que vous. C'est comme ça que moi, j'invite les gens, quand ils ont l'intuition qu'ils viennent d'ailleurs, par la méditation, l'introspection, de se réajuster à leur propre fréquence. Ce qu'on a appelé plutôt le moi supérieur. C'est notre fréquence. Pourquoi supérieur? Parce que ça vibre, on va dire plus haut. Pourquoi plus haut? C'est une plus haute fréquence. Et qu'est-ce que c'est qu'une plus haute fréquence? C'est une fréquence qui vibre plus vite. Et quand vous par la méditation, l'introspection, vous vous réajustez à cette pulsation, quand vous êtes en résonance avec cette pulsation, qui est la vôtre, vous êtes aussi en résonance avec la pulsation de votre groupe d'âmes. Et c'est ainsi que vous pouvez arriver à communiquer par résonance télépathique. C'est pas du channeling, c'est pas du download, c'est de la résonance télépathique. Et tous les starseeds peuvent faire ça. Alors justement, est-ce qu'il y a des moyens de communication technologiques, je dirais, à travers les réseaux sociaux? On parlait des Humites, ils ont parlé par Twitter, les Humites. On a Action Pléiade, je ne sais pas si tu connais cette chaîne. Les Pléiadiens qui ont créé une chaîne qui s'appelle Action Pléiade en 2011, où ils nous font un JT des extraterrestres. Non. Oui, j'ai entendu parler de ça. Non, c'est fait par des humains. Oui. Ah, non, les extraterrestres ne communiquent pas par les réseaux sociaux. Il y a eu aussi un scam qui était Cosmic Agency avec un serveur de la CIA qui s'appelle Discord. Tout cela a été démantelé. Non, ils ne communiquent pas par les réseaux sociaux parce que cela brècherait la directive première, tout simplement. Oui, ça viendrait influencer le libre arbitre. Ce serait une ingérence. Oui. C'est une brèche dans la directive première. On ne communique pas directement avec une culture pour laquelle le contact civil global n'a pas été officiel. Alors Elena, question primordiale. Comment expliques-tu la pauvreté d'images nettes et publiques malgré le nombre de smartphones, de satellites, de radars? Oui. Pourquoi? Champ de torsion. Un vaisseau spatial crée un champ de torsion. Alors, les images nettes sont des images de vaisseaux qui sont fabriqués sur Terre par rétro-ingénierie, d'accord? Comme les TR-3B, par exemple. Quand on a une image floue, c'est un vaisseau extraterrestre parce qu'on utilise des champs de torsion. C'est ce qui va annuler la masse de l'objet. Et ce champ de torsion crée un bouclier électromagnétique autour du vaisseau. Vous pouvez voir le vaisseau net, mais dès que vous prenez une photo avec un appareil, il va y avoir une interférence.
et donc l'objet est flou. Oui, tu en parlais pendant les rencontres galactiques. On a 3 modes de camouflage différents. Oui. Quels sont les 2 autres? Alors les 2 autres sont un bouclier holographique qui va donner une image fausse, comme un écran. Ça, c'est pour ce qu'on appelle remote viewing, pour la vision à distance. Ah ouais, c'est intéressant. Tu bénéficies de ce bouclier-là? Oui, certains personnages, j'ai une position qui me permet de la voir. Les gens peuvent faire un remote viewing sur moi, ils verront une illusion, quelque chose que mon bouclier leur le montrera. Et c'est pareil pour les vaisseaux, voilà, parce que c'est une mesure de protection qui est basique, qui est vraiment très très basique, parce que ce serait trop facile de dire je vais essayer de voir ce que mon ennemi est en train de mijoter. Oui, quoi. C'est stratégique, c'est purement... oui. C'est purement stratégique. Et la troisième est un bouclier de fréquence. Voilà, non, ça, le bouclier de fréquence, ça fait partie de la première aussi. On peut élever la fréquence et rendre l'objet, la fréquence du bouclier électromagnétique. On peut élever la fréquence et le rendre invisible. Ça, c'est aussi, voilà, ça fait partie de la première solution. Alors, la troisième, c'est une espèce, une culture qui s'appelle Kilitokur, qui vient de la constellation de Vela. Eux, ils ont un moyen de faire la diffraction de la lumière, c'est-à-dire de l'information photonique. C'est-à-dire que s'il y a un objet au-dessus de leur vaisseau, l'information photonique va épouser la forme du vaisseau et va se reprojeter en dessous. Voilà. Ça fait que c'est comme un écran vert en fait. Ça fait que on n'arrive pas à les distinguer parce que ça ferait quand même un peu de pixels, non? C'est totalement net. Non, quelquefois on arrive un peu. Hein. Ouais. On arrive un peu à cause du champ de torsion qui brouille un peu. Et des fois, oui. Des fois, alors ça c'est arrivé. On peut voir, ça c'est les vaisseaux triangulaires, les Kilitokur. On voit un petit peu, c'est un peu flou. Et quelquefois, les vaisseaux de forme soucoupe volante, les vaisseaux de la Fédération, les vaisseaux éclaireurs, quelquefois aussi, on peut voir selon certaines conditions atmosphériques, on peut voir, c'est un peu flou. Alors, des fois, il y a même des condensations quand l'atmosphère est humide et ça crée une brume autour. On peut créer des nuages. C'est comme ça qu'on voit des nuages qui se déplacent. Oui, justement, je vais te demander, les nuages en forme de vaisseau, mythe ou réalité? Non, non, c'est vrai. Bon, après, ça donne lieu à beaucoup d'imagination, hein, malheureusement. C'est très spéculatif. Ouais. C'est très spéculatif. Alors, les fenêtres 2026-2029, au sens large, hein, elles sont souvent évoquées par divers contactés. Est-ce que tu partages ces jalons, ces dates butoirs temporelles, ou est-ce que tu privilégies en revanche, ou au contraire, une prudence totale sur les dates? Est-ce que toi, tu t'avances là-dessus? Je ne m'avance jamais sur les dates, puisque le temps a 2 vitesses, en fait. Il y a la vitesse générale où on sait où on va arriver, on connaît la fin de l'histoire, mais il y a plein de moyens pour y arriver. Il y a plusieurs solutions. Et donc, dans le temps, bon, quand je dis comme ça, non, c'est comme ça en fait. Tout dépend en fait des événements qui se passent sur Terre. Et l'état sombre vraiment essaie de repousser les dates du premier contact parce que là, ils vont être grillés. Il y a une fenêtre qui est effectivement, qui était entre 2024 et 2029. Bon, maintenant 2026-2029, bien sûr, où le premier contact est prévu. Donc après, je veux donner un bon exemple. Alex Collier, que beaucoup de gens connaissent, qui a commencé à sonner l'alerte dans les années 90. Tout ce qu'il a dit est arrivé. Exactement. Mais il a donné des mauvaises dates. Pourquoi? Parce que les dates qui lui avaient été données, c'était en prévision que l'humanité aille comme ça. Mais l'état sombre a joué avec les lignes temporelles. Il y a eu une guerre temporelle qui a eu lieu. Donc c'est pour ça qu'on ne donne plus des dates. On donne plus. On dit ce qui va se passer, mais dans les dates, on garde la réserve. Au niveau de ta sécurité personnelle, est-ce que tu as reçu des pressions juridiques, numériques, physiques, depuis que tu abordes la scène française notamment? Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors au début où j'ai commencé à écrire mon livre, Le don des étoiles, en anglais, j'ai commencé à recevoir des pressions. J'ai reçu quelques emails de l'armée américaine
où on me disait l'information à laquelle vous avez accès, c'est un niveau de clearance, je sais plus, niveau 14, je sais plus, auquel peu de gens ont accès. Nous vous conseillons d'être assez prudente ou sinon vous pourriez en payer les conséquences. J'ai ignoré, je continue d'ignorer. Tout ça sont des intimidations. J'ai reçu des rayons d'énergie dirigée plusieurs fois. C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Des bourdonnements, des vertiges, des vomissements? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui m'a sauvé la vie à chaque fois, c'est que j'ai un bouclier protecteur. Mais donc, on sent en premier le pointeur. Et ça... Ah, mais ça, c'est prouvé. Scientifiquement, c'est factuel. Ils ont montré des exemples de tests réels à distance, mais à 300 km, ils arrivent à cibler une cible de 3 cm. C'est effrayant. Et beaucoup de gens sont internés en hôpital psychiatrique à cause de ça, parce qu'on leur dit, mais tu affabule. Le pointeur, ils le font ici, je vous montre. Bougez pas. Ici, là. Sur la glande thymus. Au niveau du plexus. Du plexus, ouais. Une fois, je l'ai senti sur le cœur. Ils vont provoquer une crise cardiaque. Alors, des fois, c'est pas forcément tout de suite. Des fois, ils essaient de provoquer une crise cardiaque, mais des fois, ils essayent aussi d'installer une espèce de fréquence qui va être à retardement. Je comprends pas tout complètement comment cette technologie marche. J'ai été tout le temps protégée de ça, mais j'ai senti le pointeur. Alors, je sais pas pourquoi je sens le pointeur, mais c'est terrifiant parce qu'à un moment, il y a pas de moyen d'y échapper. La première fois, j'ai couru dans toute la maison, je me suis cachée sous la table, je me suis mis derrière le mur. Tu peux pas. C'est là, c'est ancré en toi, ça bouge avec toi. C'est horrible, horrible le pointeur. Ça fait. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie que de sentir cette chose-là, parce que tu sais qu'absolument ils ont mis l'ancrage, le truc arrive, et tu sais pas quand c'est que ça va arriver. Et ça, c'est la chose la plus terrifiante. La plus terrifiante. Et alors, à chaque fois, il y a eu la déflagration. Bien sûr, il y a mon bouclier. La première fois, ça a été parce que j'ai un implant. Donc, ils sentent, ils enregistrent tout de suite, il y a le signal et ils vont intervenir. La première fois, Toran a fait exploser. C'était un vaisseau triangulaire qui était au-dessus de ma tête. Il a fait imploser. Ça a été un bruit, une déflagration qui a été entendue très loin, là où j'habite en Irlande. Une autre fois, c'est la déflagration se passe sur le bouclier et alors ça fait un choc. Alors bien que ça me tue pas, c'est-à-dire le rayon va pas franchir la barrière du bouclier jusqu'à mon cœur, ça va s'arrêter au bouclier, mais il va y avoir une onde de choc qui va être avec la déflagration et cette onde de choc vraiment me fait tomber. Une fois, ça m'a tellement assommée, j'ai passé 20 minutes dans un champ sans connaissance. J'ai été rapatriée en haut, ils m'ont mis dans un lit médical, ils m'ont soignée. Il y a une fois aussi, j'ai eu ils ont visé, là cette fois-ci, ils ont visé ma vésicule biliaire. L'onde de choc l'a fait exploser, j'ai été emmenée aux urgences, j'allais mourir. Et j'ai été transférée en haut, ils m'ont réparée. Et ils m'ont remis et sur les radios, il y avait plus rien. Ça, c'était quand même un truc extraordinaire pour eux, pour le corps médical qui ont toujours pas réussi à comprendre. Et ça, je crois que mon dossier médical depuis ça fait 2 ans circule encore. Ils parlent de malaise vagal quand ils savent pas quoi dire en fait, de crise de panique. Ils comprennent pas pourquoi sur l'IRM j'ai une vésicule explosée et 2 heures plus tard elle est normale. Ils comprennent pas. Ils pensent que c'est pas la même personne. Oui, c'est encore plus particulier pour toi, oui. Mais cette sensation de suffoquer, de ne plus pouvoir respirer, d'avoir le cœur qui pulse, ouais, c'est horrible. D'être en hypertension, c'est ce qu'on pourrait assimiler à des symptômes effectivement de crise de panique, de malaise vagal, c'est ce que je disais initialement. Oui. Ça peut arriver fréquemment que ce soit des attaques en fait. Ça peut être un malaise vagal. Et ça peut être une attaque, ça peut être les deux. Il n'y a pas moyen de savoir après. Moi, je le sais parce qu'il y a mon bouclier qui se met en route et il y a le pointeur toujours. Voilà, on peut savoir la différence avec le pointeur. Est-ce que certains lanceurs d'alerte ont été sujets à ce genre d'attaque? Ah oui, j'en suis sûre. Est-ce qu'on peut bénéficier d'une protection? Parce qu'on va essayer de rassurer ceux qui décident de parler, et de ne plus avoir peur. Parce que ça fait peur quand même, ce genre de technologie. C'est terrifiant. Il faut demander protection et assistance à la Fédération Galactique.
S'il y a demande, il peut y avoir une réponse à partir du moment où on demande. Moi, je conseillerais de demander. Et puis alors, ce qu'on n'a pas évoqué, c'est ça, c'est les attaques physiques, les menaces par email, mais c'est aussi alors il y a quelque chose qui est encore plus important. Maintenant, il n'envoie plus les hommes en noir pour tuer les gens ou les intimider. C'est fini. On tue plus les gens maintenant parce qu'on donne crédit à leur information. Ils ont compris ça. Ils ont dit, ah non, on va faire autrement. On va les assassiner médiatiquement. Publiquement. Et là, c'est ce qui se passe avec moi. Il y a une énorme campagne d'assassination de caractère, on dit smear campaign en anglais. Je sais qui est derrière. Ça va être des agents des gens qui vont être programmés ou manipulés ou enlevés et programmés, qui vont tout d'un coup changer d'un coup et complètement virer. Et commencer à essayer de me discréditer. La campagne à mon sujet est énorme. Alors plus ça monte, ça escalade parce que je ne bouge pas, je ne dis rien, je fais mon petit chemin, je m'en fiche. Et plus je m'en fiche, en fait, plus ça escalade. Et plus ça escalade, plus moi, ça me prouve que je fais la bonne chose, que mon information est valide. Voilà. Et alors, c'est des choses terribles. Hein. Ils associent les gens. Alors, il y a aussi une grande volonté de me mettre dans la case New Age, par exemple, culte. Vous voyez, il y a les francs-maçons aussi. Alors, ceux-là aussi m'ont embêté. Ça a été assez comique parce que j'aime bien les regarder s'enrager. Ils t'ont invité à une messe blanche? Non. Ils m'ont invité sur un plateau de télé, j'ai refusé. D'accord. Non, ceux-là me suivent depuis l'Égypte. Ils m'ont fait du mal en Égypte. J'ai compris comment ça marchait. J'ai compris qu'il ne faut pas les attaquer de front. Ils ont continué à essayer de m'intimider, mais c'est tombé à l'eau. Vous voulez poser vos questions directement aux intervenants, avoir cette chance, rejoignez les co-créateurs. Alors pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, vous allez sur la chaîne YouTube, c'est aussi simple, vous cliquez sur l'onglet rejoindre, tout est expliqué en vidéo, à l'écrit, et vous pourrez dans l'onglet communautaire ensuite poser vos questions en amont, comme c'est le cas ici pour Elena, avec Hassina Madani, qui nous suit depuis les départs et qui est une grande co-créatrice. Elle nous disait, et puis alors c'est des questions, on y a peut-être déjà répondu partiellement, j'aimerais savoir si ces êtres, les grands blonds, sont suffisamment évolués spirituellement ou doivent-ils eux aussi s'améliorer pour se fondre au tout? Super question. Alors, ce qu'on appelle les grands blonds, donc il y a plusieurs cultures. Hein. Il y en a qui travaillent du mauvais côté de la force et du bon côté de la force, si on peut appeler les choses comme ça. Grands blonds, donc humains. Et l'humain est une grande aventure de quête constante, de découverte spirituelle, d'évolution spirituelle et intellectuelle. Donc, les grands blonds que je connais moi-même sont bien sûr sur leur chemin spirituel, sur leur quête d'apprentissage, qui ne s'arrête jamais jusqu'au moment où on atteint la singularité, on retourne à la singularité de source. Les grands blonds, il y avait bien une faction qui était en lien et en contact avec Hitler. Oui. Ceux d'Alcyone. Et alors, trois factions, Alcyone, Altaïr et Aldébaran. Trois factions différentes. Ceux d'Altaïr sont vraiment des grands blonds, ils ont la peau très pâle, un visage assez osseux et des cheveux assez blancs. Ceux d'Alcyone, ils sont caucasiens, mais ils peuvent être bruns, blonds, la plupart du temps blonds quand même. Ceux-là, ils ont donné à Hitler les grands cigares. La technologie des cargos, ça c'est une technologie pléiadienne. Sur ça, c'est ceux d'Alcyone, une civilisation une culture qui a toujours travaillé à des gouvernements de l'ombre sur Terre. Et alors, les humains d'Aldébaran, qui sont une branche humaine des Anahim, ou Anunnaki, comme on les appelle. Voilà, ça, ce sont eux qui étaient en relation avec Maria Orsic, qui ont donné les technologies, notamment les Honbu. Quand tu dis humain, quelle est la différence avec humanoïde? Oui. Humain, c'est le génome humain, et humanoïde, c'est de forme humaine, pas forcément avec le génome humain. Donc les grands blonds appartiendraient donc aux humains et non aux humanoïdes? Humain, oui. Un reptilien, un draco-reptilien sicard est un humanoïde reptilien. Oui, mais justement, on nous avait toujours
parler de shape-shifting, hein, donc en français, donc de métamorphose, hein, en direct. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui montrent des présentateurs télé, hein, ABC, CNN. Regardez, il est en train de... Enfin, il y a eu un bug, quoi. Il n'avait pas assez d'énergie pour avoir son camouflage tout le temps. C'est vrai. Même certains reptiles sur Terre, en moindre degré, comme le caméléon par exemple, ont ces gènes de métamorphisme. Des draco-reptiliens sicares l'ont, mais complètement. Alors, il y a deux sortes de métamorphisme. Il y a le métamorphisme biologique cellulaire, comme le caméléon sur Terre, de modifier sa structure cellulaire. Ça, c'est très fort. Certaines races extraterrestres arrivent à le faire. Et la chose la plus facile, c'est de modifier son apparence holographique, voilà, écran holographique. Et ça, c'est facile, plus facile. Les gens sur le plateau le perçoivent alors, c'est que nous, derrière notre écran, qui avons cette illusion. Non, on peut avoir... Alors, il y a une méthode de métamorphisme par écran holographique qui vraiment a l'air très physique. Après, si on touche la personne, on voit l'illusion. Enfin, on sent que ce qu'on touche et pas en accord avec ce qu'on voit. Ouais, c'est intéressant. Ça ferait l'objet d'une émission aussi entière. De toute manière, tous les sujets évoqués feraient l'objet d'une émission à eux seuls. On a GS qui disait « J'ai été invité par un canal à m'intéresser aux galactiques et il était question d'un frère d'âme qu'il m'a décrit comme étant humanoïde, cheveux blancs ou argentés, costume bleu nuit, roi. Comment savoir de qui il s'agit, de Sirius par exemple, pour réussir à me connecter à son énergie ?» Alors, ce frère d'âme est forcément quelqu'un du groupe d'âme de cette personne, comment je décrivais, qui cherche à entrer en contact, à communiquer. Certainement parce que la personne a atteint un niveau d'évolution de conscience qui permet cette communication. La meilleure moyen de communiquer avec cette personne est justement par l'introspection, la méditation, de se remettre en résonance avec notre propre fréquence. Pas chercher quelque chose à l'extérieur, parce que là, on peut avoir des problèmes. Se mettre en accord avec notre propre fréquence. Et tout ce qui est en résonance avec notre fréquence, rien d'en dessous, va se manifester. Vous allez ressentir, entendre des voix, même avoir des visions. Et c'est comme ça que ça marche, la communication avec notre groupe d'âme. Alors, je suis vachement fascinée par le costume. L'uniforme bleu roi, c'est l'uniforme de la Fédération galactique des mondes. Donc cette personne est dans le domaine militaire de la Fédération. Après, d'où ça peut être de n'importe où dans la galaxie, pas forcément des systèmes de Sirius, ça peut être n'importe où. Hein. Moi, j'ai une question aussi très logique, très pragmatique. J'ai jamais réussi à apercevoir de vaisseau. D'ailleurs, le soir des rencontres galactiques, on est resté après la cérémonie de clôture, hein, en extérieur. Bon, on n'est pas resté très longtemps, hein, contrairement à d'autres personnes, on devait partir. J'ai vu aucun vaisseau, je n'en vois jamais. Pourtant, j'y crois, très sincèrement, et je suis pas plus sceptique que ça, même si des fois, sur les modalités, je peux avoir certaines divergences d'opinion. Comment faire, pour une personne comme moi, pour éventuellement avoir des perceptions, des fois entrer en contact, faire des rencontres? Moi, j'aime bien le scepticisme parce que ça permet toujours de démarrer d'une base saine et objective, déjà, et de construire là-dessus. J'adore ça. C'est aussi une question de fréquence, de conscience. Déjà, on peut juste, des fois, pas avoir de chance, pas être là au bon moment, parce que c'est pas constant. Hein. J'ai observé que quand on se met vraiment en vibration avec nous-mêmes, avec cette vibration plus haute, plus rapide, notre fréquence de conscience, notre vision va être capable de voir dans l'octave de cette fréquence, l'octave visuelle. Et on va voir les vaisseaux qui sont, on va dire, cloqués, qui sont... camouflés. Camouflés, merci, dans cette vibration plus haute, cette fréquence plus haute. Et c'est comme ça qu'on les voit, en élevant notre vibration à la même vitesse de fréquence que ces vaisseaux-là. Donc sortir du mental, hein, si on a la tête dans le guidon, compliqué. Ouais. Oui, c'est ça. Mais il y a quelqu'un qui... après, je ne veux pas discuter son information, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Stephen Greer, que beaucoup de gens connaissent, qui a mis en place un système qui s'appelle CE5, qui marche très bien. Il emmène des gens faire de la méditation
et de la relaxation. Les gens peuvent voir des vaisseaux. Voilà, c'est un exemple. On l'a évoqué dans l'émission juste avant aussi. On a Cédric Smatch pour finir avec les questions des co-créateurs qui disaient « Certains disent que les grands blonds auraient contribué à l'ingénierie génétique ou spirituelle de l'humanité dans le passé. Leur rôle actuel au sein de la Confédération est-il uniquement diplomatique ou poursuivent-ils encore une mission d'évolution directe sur notre ADN et sur notre conscience ?» Ce qu'on appelle grand blond, après, il faut savoir quelle culture. Oui. Mais alors, il y a une partie de grands blonds, mais vraiment très grands et cheveux très blancs, et de la Confédération intergalactique, on appelle les ensemenceurs, qui sont arrivés sur Terre il y a 65 millions d'années, qui ont décidé de reterraformer la planète pour lui redonner toutes les chances, parce qu'elle est occupée par des reptiliens. Et ils ont commencé à jouer un peu avec la génétique de certaines créatures locales. Et c'est ainsi qu'ils ont un peu commencé à mettre des génomes intergalactiques dans une créature qui était un lémurien à l'époque. Voilà. Ça a déjà influencé l'évolution humaine. Ensuite, au cours de l'histoire, il y a eu des gens des Pléiades et d'Alpha Centauri et aussi de Sirius. Des systèmes de Sirius sont arrivés. Parmi eux, il y avait des gens blonds de différentes races qui sont amusés à faire des hybridations avec les humains locaux. Mais à partir du moment où la Fédération galactique des mondes a commencé à vraiment prendre de l'ampleur et à développer les lois de la directive première, tout le monde a arrêté. Le don des étoiles, guide des mondes extraterrestres, paru en mars 2023 aux éditions Be Light. Nous serons toujours là, rencontre avec Valtor et Voyage au-delà de la Terre en 18 septembre 2023 pour la parution. C'était aussi chez Be Light Édition. Les Ensemenceurs, Origine, Le Retour des Dieux, qui est le petit dernier, paru en 2025. Zone 51, conversation avec le témoin Stéphane Choua, donc aux éditions Be Light également. Et d'autres ouvrages existent mais ne sont pas disponibles en français à ce jour. On a Coldas, Beyond Neptune, The True Story of a Breathtaking Journey to the... Disponible en français, Coldas. Ok, autant pour moi. Alors, est-ce qu'on a aussi l'Encyclopédia Galactica, volume 1, en français aussi, également? Non, pas encore. Donc, tous mes livres sont disponibles sur mon site, elenadanaan.org, et sur Amazon, et aussi en français. Mais pas Encyclopédia Galactica. Et le dernier, Résilience, Beyond the Impossible, paru en octobre 2020. Bien entendu aussi une saga de fantasy disponible en français. C'est Chandora, donc avec le chemin d'émeraude, la lyre et la croix, les enfants de l'aube, le cœur des ténèbres. Et ils sont tous publiés en auto-édition. Merci beaucoup, Elena, d'avoir été parmi nous. C'était un grand plaisir. Ça faisait longtemps que j'attendais ta présence sur notre antenne. Et beaucoup de gens aussi étaient friands et dans l'attente, impatients de te recevoir et qu'on puisse avoir une interaction avec toi. On se dit peut-être à une prochaine. Oui, écoute, avec grand plaisir. Moi, ce que je veux dire pour un dernier mot, c'est que j'attends pas que les gens me croient. Je donne juste mon expérience. Je partage mon expérience, ma perspective basée sur mon expérience. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais dire et je vous aime tous. Merci, Elena. www.dessine.com pour nous rejoindre. On vous invite tous encore une fois à venir sur Instagram parce qu'on est peu nombreux et les jeunes sont sur Instagram. Il faut ouvrir l'information, partager l'information au plus grand nombre et aussi aux jeunes générations qu'ils arrêtent d'être devant la télé-réalité. C'était mon petit mot de la fin. À très bientôt. Ciao, bye.